Ma deuxième stat du jour sur les Utah Jazz 2024, c'est 17e, puisque le Jazz est 17e à l'offensive rating. Et ça, je voulais quand même le souligner, parce que c'est pas mal. Parce qu'a fait Will Hardy, pour parler aussi de Will Hardy en fait, mais Ouais. Will Hardy, avec un effectif qui est fait de briques et de broc, peut-on dire, eh bien, il est 17e offensive rating sur 30, donc il est dans la moyenne, hein, et il est mieux que Cleveland, il est mieux que Houston, il est mieux que Miami, il est mieux que Orlando, il est juste derrière des Minnesota, qui est candidat au titre, et voilà, ou que Sacramento, l'ogre offensif Sacramento, qui est moins bon cette année. Mais non, j'étais pas ironique, ils étaient premiers l'an dernier, mais ils sont un peu en difficulté cette année, mais c'est juste pour faire la comparaison de, voilà, on a quand même une attaque qui est faite avec un niveau de talent pur extrêmement bas, et pourtant, on est dans la moyenne NBA, on est devant certains noms qui vont être en play-off, on est au niveau de certains qui ont des aspirations en play-off, et c'est là-dessus où je trouve que le travail de Will Hardy, tu vas pouvoir nous en parler parce que tu as fait une vidéo là-dessus, mais sur le côté système et tactique de Will Hardy, au-delà du côté, on va chercher des rebonds offensifs, mais même dans toute la panoplie de jeux qui est développée, on parle de peut-être déjà un des meilleurs coachs offensifs de NBA, je trouve, en termes de les fameux X and O's, quoi, la tactique, les schémas. Et il y a toujours de l'espace, il y a toujours du mouvement, il y a toujours des bons systèmes au bon moment, il y a toujours d'ailleurs des joueurs qui sont optimisés. Colin Sexton optimisé cette année en mouvement, Lauri Markkanen en finisseur, etc. etc. On a vraiment une attaque qui est très bonne, alors que sans doute que le niveau de talent pur est un des pires, si ce n'est le pire de NBA, quoi. Et c'est vraiment un truc assez dingue. Et je rajoute aussi, paradoxalement, on n'a pas du tout une équipe, la caricature, je crois qu'on avait déjà parlé l'an dernier, mais on n'a pas du tout la caricature de l'équipe de jeunes qui courent en transition. Tu sais, souvent on a ça avec les équipes un peu nulles qui sont jeunes, c'est elles grattent des points en transition. Bah là, c'est pas du tout le cas en fait. Hein. On est une équipe qui est dans le dernier tiers de NBA en termes de fréquence de contre-attaque, donc c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur une équipe qui est compétente sur demi-terrain avec des schémas développés qui sont très beaux en fait. Ouais, totalement. Mais c'est d'autant plus impressionnant que sur les moments où ils essayent de jouer, et pour moi, ça rejoint peut-être ma prochaine stat du coup, sur les moments où ils essayent de jouer, ils sont compétitifs parce que là, tu as cité, ils ont la 15e attaque cette saison, du coup, la 17e attaque cette saison avec 115 d'offensive rating. Sur les minutes où Markkanen y joue, ils sont à 120 d'offensive rating. Et pour moi, les minutes où Markkanen y joue, c'est les minutes où ils essayent de jouer au basket, un petit peu. Et Ouais. 120 d'offensive rating, ça serait le troisième meilleur offensive rating de la ligue derrière Boston et Indiana. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est que les minutes où Markkanen y joue, il y a un on-court qui est positif. En fait, ils ont plus 0,6 de net rating quand Markkanen y joue. Alors, certes, c'est presque nul parce que c'est au niveau de la moyenne, mais c'est le net rating de Sacramento cette saison. Pas encore une fois pour taper sur Sacramento, hein. Quand tu dis c'est presque nul, c'est pas nul par rapport à la valeur zéro, quoi. Mais c'est pas Oui, c'est nul ça. mauvais, quoi. C'est Non, oui, c'est nul, c'est au ça. niveau moyen, quoi. Exactement. Et c'est ouf. C'est ouf parce que ça veut dire que quand tu joues au basket, quand tu essayes en tout cas, et sur ces minutes-là qui représentent quand même 1800 minutes, donc en gros c'est une moitié de saison presque, parce qu'il a joué beaucoup de matchs, ils ont un offensive rating de plus de 120, ils ont un defensive rating à 119, du coup, bon bah voilà, on a déjà parlé que la défense c'était pas ce qu'ils cherchaient à faire, mais du coup ça veut dire que sur les minutes où tu essayes de jouer, t'es compétitif en fait. Si t'es au-dessus de zéro quand tes meilleurs joueurs sont sur le terrain, c'est qu'en réalité, les minutes où tu essayes de jouer, tu peux jouer. Et moi, c'était ma troisième stat. Du coup, c'était le plus 0,6 de net rating avec Markkanen sur le terrain. Et Markkanen a un on-off qui est vraiment impressionnant, qui est de plus 11,7. Donc le différentiel avec ou sans Markkanen, c'est vraiment quand Markkanen est là, on joue au basket et quand il est pas là, on tank. Mais donc ça veut dire que quand ils essayent de jouer au basket, ils peuvent. Et ce qui est intéressant en plus le on-off de Markkanen, c'est que des fois tu as des on-off quand tu vois c'est Jokic qui a un on-off de ouf, c'est parce que tu es hyper dépendant de Jokic dans le sens où c'est un peu ce qu'on disait, il est pas héliocentrique dans le sens où tout passe par lui, mais tout existe parce que lui est là un petit peu et sans lui, en fait, tout s'écroule par sa simple présence, entre Ouais, guillemets. oui, oui. Markkanen,
t'as ce truc-là il permet beaucoup de choses offensivement et du coup, eux décident de s'orienter vers ça, en fait, d'utiliser sa gravité off-ball. Mais il n'y a pas que ça. Donc, ça veut dire que tu pourrais même être meilleur, entre guillemets, parce que si tu as un offensive rating de 120 avec Markkanen sur le terrain, mais le reste de l'équipe, ça reste quand même John Collins, Colin Sexton. Tu vois, tu as des moments où il joue aussi avec des joueurs qui sont pas forcément hyper adaptés à son jeu. Donc, ça veut dire que tu peux aller encore plus loin. Et Markkanen est quand même un peu une version Uber enfin, je sais pas comment dire, mais une version poussée 2.0 de Klay Thompson, où il a une faculté à shooter dans n'importe quelle situation, à n'importe quelle distance. Et le truc, c'est qu'il fait 7 pieds. Donc il fait 2 m 11, je crois, et il bouge comme un arrière, et il peut tirer instantanément. Très difficile à défendre parce que c'est difficile de gêner un mec de cette taille qui tire aussi bien. Et ouais, vraiment, Markkanen, moi je m'attendais à ce que ça se casse un peu la gueule en termes d'efficacité, parce que l'année dernière c'était vraiment bluffant. Il a tellement bluffé le public l'année dernière que Markkanen il a été élu All-Star Game. Bon, je sais pas ce qu'il foutait au All-Star Game l'année dernière, mais n'empêche qu'il y allait. Et il a même été élu MIP. Et je m'étais dit, bon, l'efficacité, ça va s'effondrer. Ça s'est pas effondré. Ça a pas augmenté. Il stagne un peu. Il stagne à 110 de true shooting plus. Hein, donc, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de mecs qui aimeraient stagner ici. Avec peu de création. Mais en fait, ce niveau de finition, il est vraiment sensationnel, quoi. Et il est toujours très assisté. Donc, c'est un joueur qui crée pas pour lui. Mais sa capacité de finition et l'espace qu'il crée dans cette attaque-là permet que quand il est sur le terrain, le Jazz est la 3e meilleure attaque de NBA. Bon, j'ai lancé... c'est là qu'on voit que Azad est fan de Boston, parce que je l'ai lancé sur Will Hardy. Il a dévié, il a préféré parler de Lauri Markkanen plutôt que Will Hardy, qui aurait dû être le coach à Boston si on avait su pour Ime Udoka. Mais non, mais effectivement, mais je te rejoins, blague à part, sur ce que tu dis, c'est que l'attaque est aussi très fonctionnelle de par la valeur de Markkanen, qui, alors on en parlera tout à l'heure, mais n'a pas un profil de star un peu classique, mais quand il est sur le terrain, il permet tellement de choses, et notamment, moi c'est sur ça que je voulais insister, c'est tous les systèmes tactiques de Will Hardy, sur tout ce qui joue sur le jeu sans ballon de Markkanen, justement, qui en fait permet de développer un jeu où tu as des menaces multiples sur le terrain, qui libèrent des drives faciles, qui libèrent des paniers faciles, et ainsi de suite, quoi. Et c'est vrai que Will Hardy, je trouve, on a un des meilleurs playbooks de toute la NBA, en fait. Si vous n'êtes pas fan de Utah et que vous n'avez pas trop regardé Utah cette année, faites-vous quelques sessions de rattrapage, alors peut-être notamment des bons matchs, mais l'attaque est extrêmement plaisante à voir jouer, et comme dit, on optimise, en fait, avec l'espace et le mouvement, on optimise des joueurs qui ne sont pas hyper talentueux, et on arrive à leur faire produire pas mal de choses, quoi. Donc c'est vraiment là-dessus où l'attaque, je trouve, est assez admirable, et on s'en rend pas compte parce que le niveau de talent n'est pas là, et j'espère qu'on s'en rendra compte un jour. J'espère que ça fera plutôt une Marc Gagnolt plutôt qu'une James Borrego, qui à Charlotte n'a jamais eu le talent, donc on n'a pas pu voir. Mais Marc Gagnolt à OKC, ça y est, on voit qu'avec du talent, on voit que ça y est, ça se concrétise. Mais il y a toujours ce truc, tu sais, dans des mauvaises équipes, parfois on voit de très très bons schémas tactiques, on voit de belles attaques, mais ça saute pas aux yeux s'il n'y a pas le talent autour, quoi. Et là, je trouve qu'on est encore un peu là-dessus, mais au niveau du fond de jeu, c'est vrai que sans parler d'efficacité forcément, parce qu'il n'y a pas encore le talent pour mettre les tirs, mais au niveau du profil de tir de cette attaque, ils vont chercher, alors pas directement sous le panier, mais ils vont beaucoup chercher des points autour du panier, la short mi-distance, où ils sont 2e de NBA là-dessus, donc un peu dans les tirs dans la raquette. Ils sont aussi 9e en termes de tirs à 3 points. Ils sont bons derniers en termes de longs tirs à 2 points, donc les longs mi-distance. Oui. Mais donc ça c'est bien, hein, ils en prennent très très peu. Et aussi pour compléter ce profil, tir très analytique, on va dire. Également, t'en as parlé, mais ils sont très bons pour aller chercher des lancers francs. 9e de NBA. Donc voilà, c'est pas mal de mouvements, pas mal de très bons systèmes tactiques de la part de Will Hardy. Et pour ajouter aussi un élément important qui illustre ça, ce côté optimisation, c'est que Utah est la 4e équipe de NBA en termes de drive par match. En termes de drive fait par match, ils sont 4e de toute la NBA, avec malheureusement, c'est là aussi qu'on voit le côté schéma versus talent, c'est que c'est qu'ils les mettent pas, les tirs à la fin. Ils les mettent pas du tout, c'est-à-dire qu'en termes de pourcentage en fin de drive, ils sont 27e sur 30, donc ils font plein de drives, mais une fois arrivés au panier, il n'y a pas le talent pour les mettre, ces tirs-là, on est d'accord, mais ils les font, les drives. Et là, aujourd'hui, je voulais insister sur ce côté schéma et schéma de jeu. Ils font beaucoup de drives, 4e de NBA, ils sont 2e de NBA en termes de lancers francs provoqués
en fin de drive aussi. Donc il y a de l'espace, il y a des joueurs lancés qui provoquent des lancers francs, ça aide pas mal. Et c'est là-dessus, je trouve que c'est un marqueur assez intéressant, ça, le nombre de drives. Ça l'était aussi, par exemple, pour OKC, encore, hein, jusqu'à l'an dernier, ou même il y a 2 ans où ils étaient mauvais. On voyait qu'il y avait quand même beaucoup de drives qui étaient faits, et que dès que tu as un niveau de talent qui rejoint, qui se relève un peu, qui rejoint les standards NBA, de suite, tu as des bons résultats. Donc j'ai hâte de voir, vraiment hâte de voir Will Hardy avec un meilleur talent, un meilleur effectif, parce que de ce qu'on voit, il y a une philosophie de jeu qui est tellement bonne qu'on a hâte, quoi. C'est déjà difficile à défendre parce qu'en réalité, les défenses, elles ont un peu des manières de défendre certaines équipes et du coup, elles connaissent un petit peu les joueurs quand elles arrivent à un match contre le Jazz, elles savent un petit peu les zones préférentielles de certains joueurs et c'est quoi leur force et leur faiblesse. Mais en fait, le Jazz utilise pas vraiment la force et la faiblesse de leurs joueurs directement de manière individuelle, mais c'est plus dans un flow collectif et du coup, ça se voit pas mal sur ça s'appelle motion strong, où en fait t'as un joueur du coup qui est un peu en tête de raquette, qui joue un peu encore une fois ce rôle de quarterback, et t'as souvent 2 joueurs qui vont venir faire des écrans pour un joueur qui remonte depuis le corner. Et en fait là du coup tu multiplies les menaces parce que t'as 2 joueurs qui posent des écrans mais qui peuvent potentiellement partir au cut, qui peuvent se faire des écrans entre eux, tout en sachant que t'as un joueur, souvent Markkanen, qui remonte depuis le corner, donc que tu ne peux non plus pas oublier. Et en fait, tu forces ta défense par ces schémas un petit peu compliqués, entre guillemets, encore ça va, on parle de 2 écrans. Mais c'est le fait de pousser la défense à penser et à s'adapter parce qu'en fait, il faut la sortir de sa zone de confort, la défense. Et c'est pas par le talent du joueur, c'est pas par le talent de l'effectif du Jazz que tu vas sortir la défense de sa zone de confort. Du coup, c'est par le mouvement et l'espace que Will Hardy arrive à faire ça. Et les chiffres que tu as cités montrent que ils y arrivent, donc c'est fort. Donc le fameux motion strong ou motion weak, hein, qui sont les classiques des San Antonio Spurs, donc la motion offense, mais donc très classique, très connu, le motion strong, motion weak de Popovich et des Spurs. Azad, où Will Hardy a-t-il été assistant entre 2015 et 2021? Les Spurs. Chez les Spurs, évidemment. Il est même sorti depuis 2010, hein, stagiaire, coordinateur vidéo, assistant de Popovich avant de s'envoler pour 1 an à Boston, et puis le Jazz désormais en tant que head coach. Mais voilà, effectivement, on retrouve un peu les mêmes schémas, c'est normal. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.